Notre voyage débute dans la région d'Aix-les-Bains, la Riviera alpine. Au pied des Alpes et du parc naturel du massif des Bauges, s'étendent les rives majestueuses et verdoyantes du plus grand lac naturel de France, le lac du Bourget. Nelly Lemar travaille dans la communication, un métier qui l'a conduit à sillonner sans arrêt les routes de cette Savoie qu'elle aime tant et qu'elle connaît désormais mieux que personne. C'est ma terre, mes racines. Je peux pas vivre sans ça, quoi. Ça résonne fort en moi. Voilà. Pour notre première étape, Nelly a choisi de nous faire découvrir un point de vue incontournable, situé à 1500 mètres d'altitude, où les inconditionnels du Grand Frisson prennent leur envol. Et celle qui va lui raconter l'histoire du vertigineux belvédère du Mont Revard qui surplombe la vallée, c'est son amie Isabelle Lafay. Bonjour, Bonjour Isabelle. Nelly, comment ça va? Ça va et toi? Ah bah super, regarde le temps. Tu vois un paysage comme ça? C'est dans ce genre de moment que je sais vraiment pourquoi je me sens savoyarde, tu vois. C'est un site que j'adore, que je fréquente souvent. C'est superbe, on a une vue à 360 degrés. Et tu peux admirer toutes ces montagnes, ce lac. Hein. Et puis là, en dessous, à nos pieds, toute cette ville d'Aix-les-Bains qui s'est énormément étendue. Le développement d'Aix-les-Bains remonte à l'Antiquité. Et à la fin du 19e siècle, durant la Belle Époque, ses sources d'eau chaude lui confèrent une renommée internationale. On venait à Aix-les-Bains pour les thermes, mais pas que. Hein. C'était une station très mondaine, toute la jet society, les rois, les reines, les empereurs, les maharajas, ils se réunissaient tous ici. Hein. Et puis, ils montaient au Revard également pour prendre le bon air. Donc l'histoire d'Aix-les-Bains a toujours été intimement liée à l'histoire du Revard, quoi. Oui. Oui. Donc c'est pour ça qu'on va avoir un chemin muletier, et ensuite le petit train crémaillère, et puis ensuite le téléphérique. Donc les curistes avaient l'habitude à la fois de prendre les eaux, mais aussi de venir ici en altitude. Tout à fait. À Aix-les-Bains, la plus romantique des villes thermales si chère au poète Alphonse de Lamartine, les silhouettes des somptueux palaces de la Belle Époque dominent fièrement la ville. Panoramique, Excelsior, Royal, Splendide. La plupart de ces établissements de luxe, construits entre 1850 et 1930 pour satisfaire la prestigieuse clientèle, ont été divisés en appartements privés, inaccessibles au public. Enfin, inaccessibles, pas tout à fait. Grâce au contact de Nelly, vous allez avoir la chance de découvrir à quoi ressemblait l'un de ces fabuleux palaces. Le hall d'entrée du Splendide, orné de colonnes en stuc lapis-lazuli, illustre la richesse et l'éclectisme des décors Art Nouveau et Art déco. Mais le clou de cette visite, c'est l'appartement de Maryse Guinchard, entièrement rénové dans le style de l'époque. Bonjour Nelly. Bonjour Marie. Tu vas bien? Merci de m'accueillir. Bienvenue dans mon rêve d'enfance. On franchit la porte et là on change d'époque. Hein. Là, oui, on est dans un autre temps. C'est ça. Et je suis heureuse de te faire découvrir ce grand salon du Splendide qui servait de coffee shop et qui a vu tant de personnalités. L'impératrice Sissi, l'empereur du Brésil. Et alors tout est d'époque ici? Tout est d'époque. J'ai essayé de rendre exactement l'atmosphère de la fin du 19e en chinant des meubles anglais puisque la fréquentation était plutôt de clients britanniques. Les colonnes étaient ainsi, les panneaux aussi. Et toutes les appliques et les lustres sont d'époque. Je les ai fait réélectrifier. J'ai apporté une petite touche de modernité avec 2 canapés blancs parce que je voulais pas que ça fasse ni guindé ni vieillot. Mais c'est tout. Je ne me sens pas propriétaire des lieux. J'ai juste l'impression d'être un bâton témoin qui va passer ce lieu de main en main à des gens qui sauront le protéger. Pour Maryse, la pièce voisine transformée en chambre à coucher reste l'une des plus emblématiques de son appartement. Tu vois, tu te trouves ici dans l'ancien bar du Splendide. C'est-à-dire que c'était quand même une pièce qui était plutôt réservée pour les hommes, avec un décor de boiserie d'acajou très masculin, avec des filets d'amarante, de citronnier.
Ici, tu avais l'ancien zinc avec des petits fauteuils pour prendre des consommations. Et les messieurs se réunissaient plutôt dans cette partie pour y fumer. Maryse, tu dors aujourd'hui dans ce qui était un ancien bar. Quel effet ça fait? Ah bah écoute, c'est tout à fait original. Moi, quand je me réveille, je regarde des fesses, des seins, les sylphides qui sont parcourus par des satyres, et je me dis qu'ici, il y a dû avoir des sacrées intrigues amoureuses, des conversations géopolitiques avec tous les événements qui ont dû se passer pendant toutes ces années, 1925-1930, la crise économique, etc. J'imagine que là, ça a dû être du lourd et du sérieux, mais moi, je m'y sens légère. Et est-ce que les femmes étaient admises dans ce bar? Alors, pas vraiment, Nelly. C'était un petit peu réservé aux hommes, mais on arrivait vers ces années 30 où la femme se libérait. Et Lagacan avait demandé la construction de ce petit escalier qui arrive sur ma terrasse pour qu'elle ne soit pas obligée de passer par le hall d'entrée, qu'elle vienne incognito au bar. Une terrasse, témoin elle aussi de grands événements historiques. Tu vois, Nelly, on est assise sur une terrasse pleine de charme, mais il faut savoir que c'est ici que le 15 avril 1912, le banquier John Pierpont Morgan, propriétaire du Titanic, a appris que son bateau avait sombré, avec plus de 1400 personnes à bord. Il aurait dû être sur son bateau. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il n'était pas sur son bateau? Eh bien, écoute, il était venu au Splendide fêter son anniversaire avec une de ses maîtresses. D'accord, donc c'est ce qui l'a sauvé. On peut dire ça comme ça, chacun sa morale. Maryse a bien d'autres anecdotes à partager sur son appartement. Si vous souhaitez les découvrir, n'hésitez pas à venir frapper à sa porte lors des Journées du patrimoine. En attendant, la suite de notre visite nous emmène à quelques pas du palace, dans une autre institution d'Aix-les-Bains. C'est le sublime casino inauguré par le roi de Savoie en 1850 que Béatrice Drouhen connaît mieux que personne. Alors Béatrice, tu m'as donné rendez-vous dans ce qui était à la belle époque le cœur de la vie mondaine, artistique, culturelle, c'est ça? Eh ben, je crois, Nelly, qu'on ne pouvait pas mieux formuler que ce que tu viens de dire. Effectivement, on vient à Aix au prétexte de l'eau thermale, mais surtout pour tout ce qu'offre la ville et en particulier le casino. Alors ici, on est entouré de décors incroyables. Ici, on est vraiment dans le palais de la féerie. On a cette magnifique salle avec le plafond en mosaïque, qui bien sûr illustre le thème de l'eau, mais aussi des représentations féminines, puisque l'eau est l'élément féminin par définition, des belles couleurs froides, réchauffées par les belles couleurs orange et rouge, et puis le filet d'or qui fait chanter la mosaïque, l'eau aussi dans le vitrail qui est juste derrière toi et qui représente en fait le lac du Bourget, et puis l'amour qui est en train de puiser des forces aux sources thermales d'Aix-les-Bains. Mais maintenant on va dans le théâtre. D'accord, je te suis. Chaque saison estivale de la Belle Époque, le superbe théâtre à l'italienne du Casino accueille concerts, opéras, pièces et bals somptueux où les plus grands artistes se produisent. Il ouvre en 1899 avec l'opéra de Saint-Saëns, Samson et Dalila. On a Sarah Bernard qui vient jouer la Dame aux Camélias, et puis Thaïs de Massenet. Voilà, c'est un enchaînement absolument incroyable de spectacles. Pratiquement tous les soirs, il y en a un différent, quoi. Finalement, on vient dans ce théâtre aussi bien pour voir qu'être vu. Il est vrai qu'à l'époque, le spectacle est autant sur la scène que dans la salle. Les femmes ont leurs plus belles toilettes, des rivières de diamants sur ces magnifiques femmes. On dit d'ailleurs que pour Thaïs de Massenet, on rivalise entre les diamants des spectatrices et ceux de celles qui chantaient Thaïs. Voilà, on est dans le summum de l'élégance. Seul le début de la Première Guerre mondiale sonne le glas des 112 représentations annuelles. Transformé en hôpital militaire, le casino et le théâtre abritent plus de 300 blessés venus du front. Sur la fin de la guerre, l'année 18, Aix est devenue zone de repos, on va dire, pour les soldats américains sur le front. Et à ce moment-là, Aix a accueilli plus de 110 000 soldats américains et on leur offrait des tas de divertissements, des pièces en américain, des orchestres de jazz. Il y avait tout ce qu'il faut pour se divertir, se détendre, pour oublier la dure réalité des tranchées. Notre visite de la région d'Aix-les-Bains se poursuit aux abords du canal de Savières, qui relie le Rhône au lac du Bourget, où Nelly tient à nous dévoiler un autre patrimoine de la région. Dans le village médiéval de Chana,
se dressent d'authentiques maisons du XVe et XVIe siècle aux toits de tuiles plates. Ce port, c'est le petit paradis de Patrick Tardivelle. Patrick, le canal de Savière, il est utilisé aujourd'hui pour la plaisance, mais ça n'a pas toujours été le cas. Non, ça n'a pas été tout le temps le cas. Mais autrefois, ce port était surtout pour le trafic entre le lac du Bourget au Rhône, c'est-à-dire qu'on montait des marchandises en France. Il y avait un péage qui se trouvait un peu plus haut, qui s'appelle le Fort. Et on y transportait bien sûr des poteries, on y transportait des denrées, même alimentaires, mais aussi beaucoup de pierres, de chaux, puisque on se servait de ces matériaux dans la construction. D'accord, donc Voilà. Chana était vraiment une place commerciale. Il avait une place commerciale très importante dans la région. Mais en 1850, le fret commercial prend fin sur le canal avec l'arrivée du chemin de fer. Parmi les autres vestiges du passé de Chana, 3 moulins à Auget du 19e siècle, dont celui de Patrick, blotti au cœur de la forêt. T'as un environnement magnifique quand on arrive là. Plus naturel, plus authentique, c'est déjà difficile. Un moulin caché un petit peu Une là. bâtisse quand même qui a 150 ans. Dans la région, l'ancien boulanger reconverti il y a 12 ans en meunier est considéré comme le roi de l'huile de noix. Et Nelly va avoir la chance de participer à sa confection. Voilà le moulin. Il a toujours fait de l'huile, ce moulin? Non, il n'a pas tout le temps fait de l'huile. À l'époque, on faisait de la farine de blé, bien sûr, mais de grotte, du maïs. Dans les années 50, il est tombé en sommeil à peu près une quarantaine d'années et j'ai racheté ce moulin en 2007. Depuis, l'énorme roue à Auget de 6 mètres de diamètre tourne 9 à 10 mois par an à la force de l'eau et à l'électricité quand la source se tarit en été. Allez Nelly, je t'invite à prendre le seau puis à charger la pierre. Allez. Comme ça? Voilà, on a arrangé les cerneaux. Maintenant, on va mettre la pierre en route. D'accord. Allez, tu vas prendre la manette. Alors c'est ici? Voilà, on va la tirer en arrière. Je vais t'aider un peu parce que ça, oui. c'est dur. Et c'est parti, regarde. Fantastique. Donc il en reste beaucoup des moulins comme ceux-là en Pays de Savoie? Non, en Pays de Savoie, il en reste quasiment pas. Des moulins qui fonctionnent à l'année, on est une dizaine en France. Une fois moulus, les cerneaux de noix sont placés dans une cuve pendant 20 minutes à 60 degrés pour être déshydratés. C'est rapide, c'est précis. Voilà, et le travail n'a jamais tué, alors c'est un vrai plaisir. Et ça sent très bon. Ah ouais. Enfin, ils sont placés dans la vieille presse de 300 tonnes. Allez, c'est parti. Tu sais ce qui me vient? Tu es un alchimiste, tu aimes transformer la matière. Peut-être un peu, oui. Ah ouais. Alors je peux goûter? Allez, goûte. C'est chaud? Voilà. Eh bien sûr que c'est chaud. Ouais, c'est agréable. C'est très intense comme saveur. Ce que je cherche, moi, c'est pas tellement le rendement. Le rendement, il y en a tout le temps assez, mais c'est surtout le goût. Il faut que tu ça. sentes la noix ou la noisette. Voilà. On la sent très fort. Elle a du goût, la Savoie. Ah oui, il y a du goût. Et la Savoie n'a pas fini de vous surprendre. Après ce vénérable moulin, Nelly veut nous montrer un autre joyau de la région. L'abbaye royale de Hautecombe, qui surplombe les rives du lac du Bourget depuis le XIIe siècle, est un lieu unique. Elle abrite les sépultures des illustres comtes de Savoie et des derniers rois et reines d'Italie. Un lieu préservé par sœur Pascale Avis et les membres de la congrégation du Chemin Neuf. Bienvenue à l'abbaye d'Hautecombe. Ici, on est dans un lieu emblématique de la Savoie. Absolument, vous êtes donc à l'abbaye d'Hautecombe qui est un très haut lieu spirituel et patrimonial, historique, Oui. depuis le XIIe siècle. C'est magnifique, cette façade qui se jette dans les eaux du lac. C'est un côté très mystérieux, puis aussi romantique. Absolument. Alors cette façade-ci est carrément 19e. On est plein sud. C'est vraiment un lieu très agréable qui attire par sa beauté, mais aussi par son calme et son recueillement. D'accord. Au XIXe siècle, l'abbaye de Hautecombe est sauvée de la ruine à la demande du roi Charles-Félix de Savoie. Ernest Mélano, l'architecte chargé des travaux, restaure le cloître. Il rend à l'église gothique son aspect du XVe siècle, tout en ajoutant des décors exubérants de style baroque troubadour, un mouvement artistique dont il ne reste à ce jour que très peu de témoignages architecturaux. Alors nous arrivons sous la coupole dans l'église qui est magnifiquement décorée, comme vous le voyez.
C'est très chargé, c'est très riche, beaucoup de volutes, de torsades, de motifs floraux. Absolument. D'ici, on voit bien donc tout ce décor. Alors, ce n'est pas du trompe-l'œil, Oui. c'est vraiment du stuc en relief. Et si vous regardez bien, nous avons les 4 évangélistes de chaque côté. Et au centre, nous avons 6 anges qui flottent sur le ciel. Oui. Et par ici, vous reconnaissez bien sûr la scène de la Nativité. Il y a les 3 rois mages et aussi à droite, dans le coin du tableau, vous avez un chameau. Autre particularité de l'abbatiale, sa collection de statues exceptionnelles, ainsi qu'une trentaine de tombeaux et cénotaphes, des monuments funéraires élevés à la mémoire de la dynastie de Savoie. Le roi Charles-Félix, quand il a restauré Hautecombe, il a voulu faire d'Hautecombe un Saint-Denis de la Savoie. Oui. Donc c'est vraiment un lieu où on pleure, Oui. où on est triste. Vous voyez, c'est vraiment cette sibylle de Bâgé, représentée ici avec un lévrier qui est signe de fidélité. Charles-Félix voulait vraiment que quand on rentre dans cette sombre abbaye, on pense avec douleur à tous ces morts de la maison de Savoie.